Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais encore une fois vous montrer comment vous pouvez procéder à l'analyse de vos données, les données qui sont en désordre, les données qui ne sont pas exploitées. Et je vais vous montrer comment vous pouvez tirer une information utile qui peut vous aider dans la prise de décision en utilisant des méthodes de l'apprentissage non supervisé ou Unsupervised Learning Machine en anglais. Et souvenez-vous, dans la même rubrique, toujours dans le sens de coacher les entrepreneurs dans la prise de décision, nous avons déjà présenté notre méthode de l'apprentissage non supervisé. Et nous avons vu par exemple comment on peut analyser le panier moyen de consommation pour pouvoir déterminer les produits qui sont achetés ensemble par les clients. Et ce qu'on appelle en anglais Market Basket Analysis ou Associational Rules Mining. Aujourd'hui, alors, nous allons voir comment, à partir des données, à partir des paramètres quantitatifs, on peut extraire une information utile. Par exemple, quand vous voulez faire la segmentation du marché, donc la segmentation du marché. Par exemple, si vous voulez faire la classification des pays ensemble de 0 un certain nombre de paramètres. Vous avez entendu, par exemple, quand on parle de pays en développement, pays sous-développés, pays développés, etc. Donc, comment on peut faire ce classement en se basant sur une série de paramètres quantitatifs pour pouvoir regrouper alors ces pays. C'est pourquoi je vous dis que c'est la segmentation ou la création de groupes à partir des données alors quantitatives. Alors, la différence entre la classification qu'on a réalisée, par exemple, quand vous travailler sur la régression logistique. On a fait une vidéo sur la régression logistique. C'est que dans la régression logistique, ou quand vous utilisez les autres méthodes de machine learning, comme par exemple à l'arbre de décision, decision tree, random forest, la classification bayésienne, etc. C'est qu'on a entraîné le modèle en présentant la variable dépendante. Et alors la machine apprenait à partir de ces éléments et pouvait vous aider à prédire alors les autres éléments. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, mais ici nous sommes dans l'apprentissage non supervisé parce que la variable dépendante n'est pas ici présentée. Donc c'est la machine qui va essayer de calculer sur base de distance et comment elle peut regrouper alors les éléments sur base des éléments quantitatifs. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir. Alors nous allons voir ensemble comment le clustering ou en anglais ou la segmentation de groupement, comment ça se fait. Alors ici, stable segmentation justement vous permet de grouper, de créer des groupes qui sont en interne homogènes ou semblables, mais entre les groupes, ces groupes-là, des groupes différents, les éléments des groupes différents sont justement dissemblables. Alors ici, on l'appelle centre mobile ou camins en anglais. Ça permet alors de classer les individus ou en cas classe. Donc c'est le nombre de classes, c'est vous qui allez fixer, vous qui êtes en train de faire l'analyse. Et alors c'est à vous de déterminer le nombre de classes que vous voulez. Et puis, alors ici, les données qu'on doit utiliser, ce sont des données qui doivent être numériques ou quantitatives. Et puis, dans le clustering ou dans la segmentation, il n'y a pas de variable dépendante, comme je vais le dire. Et puis, la machine elle va essayer d'apprendre d'elle-même et alors réaliser la classification, le regroupement. Alors, contrairement à la classification, comme je viens de le dire, qui devrait montrer justement la variable dépendante et la machine pouvait apprendre à partir de la variable dépendante, alors faire le classement des autres variables ou de nouvelles données. Alors, dans l'apprentissage justement supervisé, c'est ça que je viens d'expliquer, donc on doit alors présenter la variable dépendante. Les individus du même groupe, justement, comme je viens de le dire, sont similaires et ces deux groupes différents sont dissimilaires le plus possible. Alors, nous allons travailler sur une base de données en rapport avec le classement des vins. Donc, c'était une base de données que j'ai trouvée sur Internet dans une autre vidéo qui a été faite en anglais. Donc, je vais utiliser la même base de données pour vous montrer comment vous pouvez réaliser la segmentation ou le clustering. Donc, voilà, je vais importer ma base de données. Voilà la commande. Ça, c'est pour juste indiquer là où se trouve la base de données. Ici,
La base de données s'appelle wine. Ici, c'est la commande pour juste pour faire l'importation. Ici, je peux juste vous montrer les premiers éléments. Ici, je peux vous montrer par exemple les 10 premiers éléments. Voilà, je vais en faisant head wine. Vous allez voir comment ces éléments se présentent. Ici, dans ces éléments, vous voyez qu'il y a plusieurs variables. Nous avons, par exemple, la variable, et ça c'est le nombre d'observations, rating, price, alcohol, residual sugar, sulfate, pH et countries. Donc, vous voyez que cette variable-là, c'est une variable, vous voyez que c'est une variable qualitative. Donc, ici, cette variable doit être exprimée. Ici aussi, le nombre d'observations, ça ne sert à rien. Donc, les deux colonnes doivent être exprimées, donc l'observation. Et donc, parce que vous voyez que c'est 1, 2, 3 au niveau des observations. Mais pour le cas des countries ou des pays, vous voyez, il y a Italie, Canada, Italie, etc. Donc ça, ces deux colonnes, alors la première chose à faire, nous devons exprimer ces deux colonnes qui ne servent à rien. Et puisque, justement, pour faire le clustering, on doit voir des données quantitatives, comme je viens de le dire. Ici, nous avons besoin de quelques librairies ou packages. Il y a Cluster, et il y a aussi la librairie DPR pour juste la manipulation des données. Donc voilà, je vais juste appeler dans l'environnement de travail cette librairie. Alors après ça, je vais exprimer les deux variables, les deux variables que je viens de vous indiquer, qui nous servent à rien dans notre modèle. Ici, nous avons observation et countries. Alors je vais exécuter cette commande, puis je vais visionner pour vous montrer que justement les deux variables ont été supprimées dans notre base de données. Donc quand vous regardez ici, les amis, vous voyez que il n'y a pas d'observation, il n'y a pas de country name. Parce que, souvenez-vous, comme je viens de le dire, nous devons travailler sur des données quantitatives. Et ici, vous voyez que quand vous regardez ici, il y a des valeurs qui sont élevées, par exemple, rating et aussi price. Alors, il faut vraiment essayer de standardiser pour pouvoir empêcher que les valeurs aberrantes n'affectent notre modèle. Donc, des fois, même quand les unités ne sont pas, les variables n'ont pas les mêmes unités, on doit procéder à la standardisation. Ici, il y a plusieurs façons de faire la standardisation, mais ici, on a choisi la standardisation, ce qu'on appelle z-score, où on prend chaque variable, on enlève la moyenne et on divise par l'écart type. Mais il y a d'autres types de standardisation comme minimax, où on prend chaque valeur moins la valeur minimum, divisé par la valeur maximum moins la valeur minimum, ou le temps dit. Ici, alors, je vais exécuter la standardisation. Voilà. Regardez. Donc, on va prendre chaque valeur moins la moyenne divisé par, justement, l'écart type. Donc, quand je vous montre les premiers éléments de la variable qui est standardisée, 1, 2, comme ça, voilà, c'est ça. Regardez comment les éléments standardisés vont se présenter. Regardez, voilà comment les éléments se présentent. Regarde. Ce sont les éléments standardisés. Alors, après la standardisation, on peut calculer la distance parce que normalement, dans ce genre de classification, il y a plusieurs types de distances. Il y a la distance euclidienne, il y a la distance Manhattan, il y a autre type de distance. Mais ici, pour calculer la distance, pour pouvoir faire la classification, on utilise la distance euclidienne. Et quand on utilise cette commande dist, normalement par défaut, on a la distance euclidienne. Donc, on peut calculer la distance. Regardez quand j'exécute ici dist. Donc, vous pouvez voir les distances euclidiennes qui sont calculées en faisant, par exemple, quand je fais par exemple head, on peut voir les distances calculées pour les premiers éléments. Ici, je vais voir si, voilà, vous voyez les distances qui sont calculées pour les éléments, voilà. Et puis, je peux alors calculer le nombre de clusters parce qu'il faut trouver le nombre de groupes. Donc, quand nous sommes dans la segmentation, puis par exemple, vous voulez segmenter les clients pour pouvoir adapter votre offre aux besoins des clients. Puisque nous sommes dans l'entrepreneuriat, il faut parler de ça, mais on peut utiliser aussi dans les autres types de classification, de segmentation. Nous avons besoin de cette librairie-là, Factor Extract, pour pouvoir justement déterminer le nombre de groupes, de clusters. Ici, je vais exécuter, vous voyez que je travaille sur la base de données qui a été standardisée. Donc voilà, ici, on utilise ici within some squares, voilà, comme je peux faire comme ça, en utilisant l'approche 8-ball.
Donc, vous allez essayer de déterminer le nombre de groupes, oui, le nombre de groupes, ou le nombre de cristaux. Donc, voilà, je vais voir, je vais agrandir ça pour que ça soit un peu lisible. Ici, on regarde normalement la diminution des erreurs. Et là où il y a, normalement, on va essayer de déterminer le nombre de classes. Et quand on voit que la diminution n'est pas énorme, alors on va choisir là où il y a une grande diminution des erreurs. Je vais vous montrer sur la figure comment ça va se présenter. Ici, je suis en train d'agrandir la figure pour que ça soit bien lisible, pour que la figure soit bien lisible. Ici, vous regardez, ça c'est quand on passe ici, vous voyez qu'en passant de 600, on est à 500, on descend presque, vous voyez qu'on est à 450, donc vous voyez qu'il y a une diminution de presque 250. Et puis en passant, ça c'est le deuxième, vous voyez que ça c'est D. Et puis en passant ici de 250 à presque, vous voyez qu'on est à presque combien? À presque 390. Ça c'est 1, 2, 3. Mais vous voyez qu'en passant ici, etc., plus on monte, on augmente le nombre de groupes, vous voyez que ce qu'on appelle within sum of square diminue. Donc, donc la diminution est petite. Ici, vous voyez que justement, là où il y a une plus grande diminution, vous voyez qu'on est, donc, en passant de 600 jusqu'ici, vous voyez que c'est là où on observe une plus grande diminution, donc on peut considérer alors leurs trois classes. Mais alors, c'est comme je vous l'ai dit ici dans le Cummins, c'est celui qui est en train de réaliser l'analyse qui fixe le nombre de classes. Ici, je peux utiliser aussi une autre méthode, silhouette. Vous allez voir ici la méthode de silhouette, ce qu'elle va nous proposer. Voilà. Regardez les amis, la méthode de silhouette, elle est bien claire et nous propose d'avoir trois groupes. Regardez, clusters. Vous voyez ici clusters, donc vous voyez que nous avons trois. Cette méthode nous propose trois. Et puis nous avons aussi notre méthode, celle-ci. Regardez ce que ça nous donne. On regarde ici, justement ici. Je vais agrandir un peu pour que quand l'image vienne, justement, ce soit lisible. Donc voilà. Non, c'est pas ça. On attend, vous voyez que la machine est en train de tourner pour cette deuxième méthode, parce que l'image ici l'image va changer. Regardez, on est à 100 bootstrapping. Donc, vous voyez ici. Mais vous voyez que la méthode ici nous propose justement un seul groupe. Regardez, je vais vous montrer. Vous voyez que la méthode nous a proposé justement un seul cluster, un seul groupe. Ici, alors je peux continuer. Donc, vous voyez les deux méthodes me proposent justement deux groupes. Ici, vous voyez la fonction Cummins. Quand j'exécute cette fonction, normalement, c'est pour voir la description de la fonction. Chaque fois que vous commencez par un point d'interrogation et que vous écrivez le nom de la fonction, normalement, c'est pour faire la description de votre fonction. Normalement, la description va venir ici. Ici même, je peux effacer ici pour que vous puissiez voir au niveau de la description de la fonction. Ici, c'est ça que je veux faire, description de la fonction. Donc, vous voyez ici. Vous voyez ici, on cherche notre fonction Cummins clustering, perform Cummins clustering on data matrix. Vous voyez que les éléments qu'il faut indiquer, vous devez indiquer X, which is numeric matrix of data, centers or Cummins, c'est ça, K, donc nombre de groupes, etc., nombre d'itérations ici. If center is a number, how many random sets should be chosen, etc., etc. Donc voilà, si vous voulez alors avoir la description de la fonction, voilà comment vous pouvez accéder à cette description. Alors, nous allons réaliser notre segmentation en commençant en faisant trois groupes et vous allez voir ces groupes. Ici, je peux alors imprimer le résultat, tout comme je peux faire justement le summary. Et quand je fais j'imprime ou je visualise, voilà, nous avons, voilà notre, c'est ça, j'imprime, cluster means. Donc, vous voyez que le premier groupe est constitué par les éléments qui ont un rating d'au moins. Ça, ce sont les éléments standardisés, il faut faire attention, ce sont les éléments qui sont standardisés. Mais ça, c'est pour
le premier groupe, voilà les éléments, dont les éléments standardisés tournent autour de moins 0,76, price moins 0,74, alcool moins 33 et residual sugar, etc., 0, etc. Pour le deuxième groupe, vous voyez que le price est donc vous voyez que c'est autour de 0, ici vous voyez que c'est autour de 0, 0,7, 0,73, ici 0,77 et puis moins 0,77. Mais pour le troisième groupe, vous voyez que ce sont les éléments, le rating est autour de 1, ça c'est toujours aussi les éléments standardisés, vous voyez que c'est toujours 1, donc vous voyez qu'il y a une différence quand même, vous voyez qu'il y a une nette différence entre moins 0,7 à 0,005. Et maintenant, on est à 1. Et ici, c'est 1. Vous voyez que c'est toujours, il y a toujours des différences entre les deux groupes. Comme vous le voyez, moins 0,33, 0,76 et moins 0,15. Voilà pour les différents groupes. Ça veut dire que le premier élément a été classé dans le troisième groupe. Le deuxième élément, premier groupe. Le troisième élément, premier groupe, etc., etc. 85e élément, il est dans le premier groupe. Le 86, troisième groupe, ainsi de suite. Et puis, between sum of squares et ça, within a cluster sum of squares égale 0,34%. Donc voilà, ça c'est le print. Nous sommes en train de faire la segmentation au clustering. Ici, on peut accéder justement aux centers, donc les éléments qu'on vient de voir. Ici, le round, c'est pour juste réduire le nombre de groupes, le nombre de chiffres après la virgule. On peut avoir justement au niveau des centers, les centres. Non, c'est ça que je viens de faire. On peut accéder au size si vous voulez savoir finalement combien de groupes on a. Donc voilà, vous voyez que nous avons, dans le premier groupe, nous avons 43 éléments. Deuxième groupe, nous avons 25 éléments. Et troisième groupe, nous avons 32 éléments. Alors, nous pouvons aussi visualiser ensemble, en créant ce qu'on appelle data frame, en essayant d'indiquer devant chaque pays son groupe. Regardez les amis, c'est cette fonction-là. Donc, ça veut dire que devant chaque pays, on aura le classement. Donc, regardez, vous voyez, donc, vous voyez country, Italie. Le premier élément a été classé en troisième groupe. Le Canada, le deuxième élément a été classé, Canada, l'élément qui suit, le deuxième élément, donc, qui est pour le pays Canada est classé justement pour le cas de le numéro 1. Vous voyez, et par la deuxième position, il y avait Canada. Vous voyez que le classement le groupe ou le classement cluster, donc c'est 2, c'est 1. L'Italie, c'est 2, ainsi de suite. Parce que quand je visualise, je visualise, donc vous allez voir que devant chaque pays, il y a justement le cluster au groupe. Oui, au groupe classement, tout simplement. Donc voilà, je vous montre le résultat après avoir calculé. Donc regardez les amis, vous voyez que chaque élément, chaque pays a l'observation concernée est classée dans le groupe. Donc regardez, nous avons autour de 100 observations. Donc voilà. Alors après savoir, ça c'est le clustering. Donc après avoir fait ça, on peut justement créer une visualisation. Voilà la visualisation qu'on peut faire de ces groupes. Ça c'est au niveau de la visualisation de ces groupes. Voilà. Ça c'est la commande pour faire la visualisation des groupes. Voilà, ça. Donc il faut attendre parce que vous voyez que la machine est en train de tourner. Normalement c'est au niveau des plots. C'est là où on va voir le résultat. Voilà les groupes alors créés, les groupes qui ont été créés. Ça, c'est la classification K-means. Mais quand vous regardez bien, les amis, vous voyez que quand même, il y a des erreurs au niveau des classifications. Par exemple, vous voyez que cet élément est en dehors du groupe. Il n'a pas été classé dans le groupe. Vous voyez le 7 et 21. Mais vous voyez que la 79e observation, regardez, il a été mal classé. Il est ici. Et si vous voyez 84 ici aussi. Le premier groupe, il est constitué par ces éléments.
Deuxième groupe par celui-ci et troisième groupe par ça. Oui, ça. Yes. Donc voilà, ça c'est la visualisation. On peut aussi faire un autre type de visualisation. Notre type de visualisation. Donc regardez comment l'autre type va se réaliser. L'autre type de visualisation, regardez. Voilà. Ça c'est un autre type de visualisation qu'on peut faire. Donc ça va dépendre de vous, ça va dépendre du choix que vous voulez, si vous voulez faire la visualisation. Voilà, ça je vais juste agrandir un peu. Donc ça traîne, je peux faire aussi une table, donc une table. Ici je peux faire une table, donc vous voyez, au niveau des classements, au niveau selon les pays. Je peux montrer ce qu'on avait au début. On avait les classements qu'on avait. Voilà, on avait Canada 29, on a 18 pour Italie 29, etc. Si on tente de faire justement 4 clusters ou 4 groupes, regardez ce qu'on aura. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir les 4 groupes? On va voir le résultat qu'on va voir quand on fera ça. Voilà, on attend toujours voir que la machine est en train de tourner pour justement nous donner une visualisation ou une classification de nos éléments dans 4 groupes. C'est ça qu'il faut, on attend juste la visualisation. Voilà. Donc voilà la visualisation quand je fais 4 groupes. Malheureusement, il y a un faible niveau d'espace et ça pose un peu un problème de visualisation. Mais vous avez vu comment on peut utiliser le k-means ou le clustering dans RStudio. Ça c'est le clustering dans RStudio. Donc voilà, je suis en train de voir finalement si on fait 4 groupes. Si je vais retourner, voilà, c'est ça, 4 groupes. Le premier groupe, deuxième, troisième groupe et quatrième groupe. Donc, vous voyez que quand on fait 4 groupes, vous voyez que les amis, ça n'a pas de sens parce que vous voyez qu'il y a des groupes des éléments qui s'entremêlent. C'est pourquoi ça vous sert de faire les 4 groupes. Plutôt, il faut faire 3 groupes. Donc, voilà la figure avec 3 groupes. Je vais juste voir ça. Je ne sais pas si je n'ai pas effacé. Donc voilà les amis, dans cette vidéo, c'était juste pour vous montrer comment, à partir des éléments qui sont en désordre, vous pouvez tirer une information utile. Par exemple, comme je suis en train de faire le coaching en entrepreneuriat, par exemple, ça peut vous être utile quand vous voulez faire la segmentation de vos clients dans des groupes homogènes et en vue de proposer une offre qui répond à un besoin spécifique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser le k-means. Dans la suivante vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire la classification hiérarchique parce que je vous ai dit qu'il y a deux méthodes, la classification k-means et la classification alors hiérarchique ascendante. Donc voilà, c'est ça que j'ai dit au début comme autre méthode de classification. Donc voilà, c'est ça qu'on va voir, la classification ascendante, hiérarchique ascendante. Donc, c'est ça qu'on va voir dans l'autre vidéo. Alors, merci pour votre attention, merci pour votre visionnage et je vous invite à vous abonner sur notre chaîne si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne. Et alors, si vous avez aimé cette vidéo, de lâcher un pouce bleu pour aimer cette vidéo et aussi partager la vidéo pour permettre aux autres d'apprendre. Merci, à la prochaine vidéo. Bye.